On peut commencer peut-être par un premier tour de table, qu'on se présente. Là, il faut profiter qu'on ne soit pas très nombreux pour que ce soit très dynamique, convivial, avec un échange. Donc, Exactement. c'est vraiment de partager avec vous. Voilà, là, ce sera une petite dizaine, une petite quinzaine. Donc, il faut vraiment faire quelque chose de plus convivial. Donc, on va faire un petit tour de table. Olivier, tu commences par toi. Oui. Donc, moi, je suis Olivier Lacombe. Je suis le fondateur d'une agence d'innovation numérique qui s'appelle Subvitamine, basée à Montpellier. Nous travaillons sur l'IoT, l'intelligence artificielle, les systèmes de réservation. Je suis également copilote de la Factory IoT avec Emmanuel Mouton, ici présent. Et donc, je me présente, Emmanuel Mouton, le fondateur de Sinox et président donc, de Digital 113 aussi. Donc, Sinox, on est un éditeur de plateformes IoT. On travaille sur la connectivité, le device management, donc c'est la gestion des capteurs et des objets et des passerelles à distance, la sécurisation des réseaux, donc côté télécom, donc de la communication, et des plateformes de restitution de données, alors que ce soit pour les collectivités locales, dans le monde du bâtiment, dans le monde de l'agriculture, dans le monde donc de la sécurité, de la santé. Donc c'est une offre assez transversale que l'on a montée, une offre SaaS vraiment pour utiliser l'IoT de bout en bout, sans code. Et Angélique. Bonjour à tous, donc moi je suis Angélique Randolet, je suis chargée de la relation adhérente chez Digital 113 et donc vous participez aujourd'hui à une factory IoT dans le cadre de DIF, donc Digital is Future, qui est notre nouveau programme d'accompagnement de la transformation numérique et notamment cette saison-là de décembre à février dans la filière agriculture et agroalimentaire. Voilà. Très bien. Je laisse la parole aux experts du coup. Mais dans l'ordre, on pourrait faire le tour avec les personnes qui sont là, non? Je sais, vous avez les micros, vous pouvez les enlever. Alors, je vois Aubry. Alors, qui est Aubry? Bonjour, désolé de ne pas avoir la caméra ouverte. J'ai un petit problème ce matin avec, elle ne fonctionne pas. Donc, toutes mes excuses pour ça. Aubry, donc, qui travaille chez Arcan, un intégrateur d'ERP et qui est notamment spécialisé, un des domaines d'expertise qui a été développé, c'est au fil des années, c'est l'agroalimentaire. Et on travaille aussi avec pas mal d'entreprises dans le secteur de l'IoT. Du coup, je suis un nouveau dans la région de Montpellier actuellement et à terme sans doute vers Toulouse. Du coup, voilà, pour toutes ces raisons, je voulais un peu, comme je viens d'arriver, je voulais me prendre la température, voir ce qui se faisait dans ce domaine de l'IoT et de l'agroalimentaire de cette belle région montpelliéraine et écouter ce que les experts ont à dire sur le sujet, tout simplement. Très bien, merci beaucoup. Alvaro, Benoît, et après je peux le reste, c'est... Allô? Oui. Ah, on n'entend pas trop. On n'entend pas. Bonjour. Bonjour Bruno. Alors, bonjour, vous allez bien? Bien et vous? Très bien. Alors, on va enchaîner par Bruno parce que Alvaro, on n'a pas réussi à l'entendre. Donc, Bruno, est-ce que tu peux te présenter? Parce que là, on n'est pas très nombreux. Donc, le but, c'était de faire un tour d'écran, comme on dit. Oui, d'accord. Oui, je pense que tout le monde me connaît, non? Presque là. Non, bon, enfin, ouais, donc Bruno, voilà, je suis responsable du développement de la société Adagos qui développe une technologie de rupture dans le domaine de l'intelligence artificielle basée sur un principe de parcimonie qui fait qu'on a besoin de beaucoup moins de données pour faire un modèle précis et d'autre part, nos modèles sont tellement légers qu'on peut les embarquer facilement sur des microprocesseurs et donc faire des objets connectés intelligents. Très bien, excellent. William, tu veux te présenter? Oui, bonjour. Alors moi, je suis responsable recherche, innovation et développement pour une coopérative agricole, la coopérative Lourberie. Donc en fait, je ne sais pas si je suis le bienvenu ici ou pas. J'avais suivi la conférence Digital is Future il y a 5-6 jours.
Et donc voilà, comme on est en pleine transformation digitale, je trouvais intéressant de suivre tout ça. Très bien. Si, bien sûr, c'est le bienvenu. J'ai Chris. Chris, tu peux te présenter. On n'entend pas. Pas le son. Bon, on va revenir sur Chris après. Moi, j'ai changé de microphone. Peut-être vous m'entendez mieux Ça y est. maintenant. Oui, oui, ça y est. C'est Alvaro. Oui, pardon. Là-haut. Donc, c'est Alvaro Boro. Ben, je suis nouveau aussi dans la région. J'ai travaillé à IBM Recherche jusqu'à il y a 1 an. Puis, je suis revenu en France. J'ai ouvert une petite société pour des conseils pour les agronomes, pour des exploitants. Et j'ai intérêt à savoir comment se passe le marché ici des IoT, intelligence artificielle, quelles sont les choses que vous proposez, si éventuellement je pourrais les utiliser dans mes conseils. Merci. Très bien, merci Laurent. Marielle. Oui, bonjour, je suis donc Marielle Fauré, je travaille pour la société HERE Technologies. Nous travaillons en fait dans la donnée géolocalisée, même si notre cœur de métier, même si notre métier initial, c'est la cartographie. Et donc, nous proposons des solutions de mobilité en tout genre, et notamment aussi du tracking, du positioning dans l'IoT. Donc, on ne travaille pas trop dans ce secteur de l'agroalimentaire, de l'agro, et c'est pour ça que je participe à cette réunion aujourd'hui. On est présent dans beaucoup de secteurs, dans l'industrie, le transport, logistique bien sûr, mais aussi pour gérer des déplacements dans les collectivités, dans les villes, etc., dans les télécommunications, mais des déplacements à l'intérieur de bâtiments, mais plus dans l'industrie. Donc voilà. Mais je suis aussi, je vous présente mes excuses parce que j'ai une réunion qui s'est calée d'un petit moment. Alors je m'absenterai sûrement vers 10 heures, mais je me reconnecterai. Voilà, donc je vous prie de m'excuser aussi. Ça marche. Et est-ce que Chris a trouvé un micro ou pas? Sinon, il se présentera par le chat. Voilà. Bon. Non, on n'entend pas Chris, c'est pas grave. Donc, Olivier, on enchaîne donc. Oui, on y va. On peut peut-être commencer pour de redresser un tableau de l'IoT, de ce que l'on couvre comme vertical. Emmanuel, tu peux peut-être nous parler de présenter l'IoT dans sa globalité. Après, on va restreindre un petit peu plus sur la partie agro. Voilà, je te laisse nous parler. Qu'est-ce que l'IoT au sens large pour commencer? D'accord. Pour brosser un peu un tableau, c'est que l'IoT, c'est un terme qui est assez général pour l'Internet des objets. Et l'Internet des objets, c'est déjà des objets. Donc, on va partir donc du comment capter une information, comment transformer finalement une information physico-chimique du terrain, d'environnement, en numérique et arriver à la traiter au plus près du terrain, arriver donc à la stocker, à la remonter sur différents réseaux de communication de courte, moyenne, longue distance, le tout pour être après intégré dans des data centers, stocké et après traité, analysé et utilisé donc sur des plateformes pour aider à la décision. Donc toute cette chaîne de valeur, on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent intervenir à différents moments. Et finalement, quand on parle d'IoT, on parle finalement d'arriver à agglomérer toutes ces composantes-là, toutes ces technologies-là pour amener une solution. Et la solution, elle est toujours dans les deux sens parce que souvent, on se pose la question dans l'IoT, qu'est-ce que j'ai comme objet qui me permet d'avoir une information, ou à l'inverse, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aimerais comme information et quel objet je devrais créer pour pouvoir le faire.
Donc, vous voyez, donc, il y a souvent deux approches. On dit, c'est quoi que je veux avoir comme information sur le terrain. Donc là, dans l'agriculture, c'est tout de suite, on a des données liées à la température, à l'hydrométrie, à des mesures donc d'humidité du sol ou de stress hydrique. Dans l'agroalimentaire, ça va être la traçabilité, la géolocalisation donc, des objets. Tout ça, c'est chaque fois, tout objet est possible d'arriver à remonter ces données, mais encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on veut en faire derrière. Donc l'enjeu est de comprendre déjà qu'est-ce qu'on veut faire de ces données, comment on veut les utiliser, quel enjeu et quel verrou on veut lever, et quel process on veut transformer. Parce que l'impact, il va aller jusqu'au capteur. Parce que derrière, en fonction de la réponse qu'on veut avoir, on va se dire, alors, quelle est la précision de la donnée que je veux, à quelle fréquence cette donnée elle doit remonter et quel traitement je dois faire. Ça a des enjeux sur les capteurs, ça a des enjeux de dimensionnement du capteur, de niveau de batterie à avoir dans le capteur, est-ce qu'il est autonome en énergie ou est-ce qu'il est alimenté, et finalement de coût. À la fin, c'est qu'un objet, quand on prend du tracking simplement, de géolocalisation, ça va aller de quelques dizaines d'euros jusqu'à plusieurs centaines d'euros, simplement en fonction de la précision, de la remontée que l'on veut avoir, si on veut avoir la température pour un suivi agroalimentaire, de suivi de la chaîne du froid, les certifications qu'on peut avoir derrière vont de capteurs très simples. Donc voilà, j'ai été très large, Olivier, tu vois. Il ne faut pas me lancer sur la chose. Non, mais c'est bien parce que ça nous permet d'avoir une vision globale de l'IoT adapté à un secteur comme le secteur agricole, par exemple. Ce qu'on peut constater, c'est dans quelles conditions on peut utiliser l'IoT. Souvent, on parle de gains de productivité, on parle d'optimisation des ressources, on va parler aussi de suivi personnalisé. Je vois souvent, par exemple, dans le cas de production céréalière, c'est intéressant parce qu'on peut voir finalement qu'en ayant mis en place des dispositifs avec des capteurs hygrométriques, avec des capteurs de teneur en éléments nutritionnels pour les plantes, on est capable d'optimiser pour les agriculteurs un certain nombre de traitements. Pas besoin de mettre du pesticide nécessairement sur toute la parcelle. On peut faire en sorte que seulement quelques vannes se déclenchent pour irriguer une parcelle. C'est intéressant d'avoir ce genre de retour aussi de ce côté-là. Et tout ça, c'est évidemment grâce à l'IoT. Tu as des exemples, peut-être que je sais que tu es très présent sur ce secteur-là. Alors, c'est vrai, je vais juste revenir sur les quatre enjeux que répondent souvent l'IoT. Tu l'as dit très bien, ça répond à soit un enjeu lié à une réduction de coûts. Les clients qui veulent arriver à mettre de l'IoT disent moi, j'ai besoin de réduire ma consommation d'eau parce que je consomme trop d'eau, je consomme trop d'électricité et j'ai besoin de mesurer pour essayer de réduire et forcément augmenter mes marges, en tout cas réduire ces coûts. Donc ça, c'est le premier levier, je dirais, pour lequel on utilise et on met en place un projet d'IoT. Soit le deuxième, c'est lié à la croissance, c'est-à-dire qu'on essaye de créer un nouveau service, un nouveau produit, de rendre une machine agricole connectée. Ça va permettre d'avoir une offre de service de maintenance qui est différente, qui est liée à l'usage finalement et plus au temps. C'est-à-dire on voit qu'une pompe une pompe dans la viticulture est utilisée que 2 mois par an, alors que finalement faire une garantie de 2 ans sur une pompe, c'est pas la même chose que faire une garantie de 10 heures ou de 10 000 heures d'utilisation. Donc ça, c'est un levier de croissance, de nouveaux services et de transformer finalement des fois des modèles économiques qui sont des modèles produits en services. Le troisième levier est lié à la qualité. Et c'est vrai que la qualité, l'enjeu réglementaire, l'enjeu qualité est important d'arriver à suivre la chaîne du froid, à suivre une qualité de production
C'est un enjeu qui est fort pour beaucoup donc, de personnes. Ça amène une différenciation commerciale, ça amène une différenciation sur le marché. Et après, le quatrième levier qu'on voit souvent, qui est assez nouveau, c'est l'expérience utilisateur. C'est comprendre comment les utilisateurs utilisent des équipements. Alors là, je reprends du matériel agricole. De savoir dans quel contexte il a été utilisé, comment il a été utilisé, ça permet d'améliorer, le SAV, deux, l'usage, les fonctionnalités, parce que quand il est envoyé sur le terrain, on ne le voit plus, ce matériel. Et souvent, les fabricants, les industriels disent, mais finalement, comment on va pouvoir l'utiliser? Donc ça, c'est les quatre leviers que l'on peut voir. Et en même temps, je vais donner quelques exemples, mais on peut continuer à en donner. Alors après, dans le premier, tu as parlé d'un terme qui était intéressant, qui était les actionneurs aussi. C'est-à-dire que l'IoT va permettre non pas que de remonter de l'information et avoir de la connaissance du terrain à distance, mais aussi d'agir à distance. D'agir sur de la télé, finalement, gestion, de la télé, il y a la télé-relève, de la télé pilotage donc de matériel, donc des électrovannes se connectent. Donc sur le côté là, on a déjà mis en place, nous, des solutions avec des compteurs d'eau qui relèvent la consommation d'eau, des électrovannes qui ouvrent et qui ferment donc, pour de l'arrosage, couplés à des données liées à la météo, la pluviométrie, l'hydrométrie du sol, le stress hydrique, couplés à des niveaux de cuves de remplissage. On voit que finalement, on a X capteurs qui permettent d'avoir une vision globale de l'irrigation et de travailler sur un usage de smart irrigation à distance. Donc ça, c'est un des exemples qui évite des agriculteurs de se lever à 2 heures du matin pour aller fermer les vannes parce qu'ils doivent mettre 10 heures ou 12 heures d'arrosage. Et donc ça, c'est toujours un peu problématique, surtout, ou d'arroser quand il pleut, hein. Donc ça, ou quand il va pleuvoir, d'anticiper comme ça la ressource en eau. Ça, c'est un exemple. Après, je peux en avoir d'autres. Mais alors, on va faire un truc, c'est n'hésitez pas à nous couper si vous avez des questions, parce que sinon, on va parler, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce soit intéressant pour vos cas d'usage à vous, pour vos interrogations. Donc, n'hésitez pas s'il y a un terme que vous n'avez pas compris, si on doit parler plus d'autre chose, à nous couper, parce qu'on n'est pas nombreux, donc il faut en profiter. Alors, on peut peut-être du coup rentrer dans un cas d'usage un peu particulier pour donner un exemple. Si on prend l'irrigation, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe? Tu mets des capteurs, comment peuvent être répartis sur le territoire, quelle densité de capteurs il faut, ne serait-ce que pour avoir des notions d'hygrométrie et pouvoir mettre sur une exploitation agricole une supervision, comme tu le disais, par exemple, pour l'irrigation. Oui, je veux dire que chaque exploitation est un peu différente. Il y a pas ça dépend la culture. Donc, si on parle d'agriculture, ça va dépendre de ce qui est planté, en fait, hein, aussi. Alors, prenons un exemple. Si c'est des arbres fruitiers, si c'est des… Parlons de céréales, par exemple. Céréales. Alors, je vais pas tous les chiffres. Je ne suis pas agronome. Non. Le but, c'est d'essayer d'expliquer peut-être un schéma où tout à l'heure, je parlais de différentes, enfin, tu en parlais également, de différentes natures de capteurs. Tu parlais également, il y a les capteurs, il y a le comptage de la volumétrie. On parle aussi de savoir, donc le capteur qui permet de savoir sur une parcelle quel est le degré d'humidité de la terre. Mais oui, donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut arriver très simplement et très rapidement déjà à faire des premières solutions parce que déjà 80% donc, de l'enjeu, c'est de savoir ce qui se passe sur le terrain, hein, de savoir si une pompe est en état de marche, si elle fonctionne ou si elle ne fonctionne pas. C'est très basique, mais ça permet de savoir déjà combien de temps elle est utilisée. Après, donc une pompe de relevage pour savoir si sa cuve elle est pleine, vide ou à moitié. Ça permet d'anticiper des trajets de former. Après, pour aller plus loin,
Là, on rentre, quand je parlais de stress hydrique, d'hydrométrie du sol, lié à la pluviométrie, lié à la température, là, on rentre vraiment dans du qualitatif pour arriver par rapport à la plante, hein, donc tu prends le blé, de savoir par rapport à son cycle de besoin en eau et de lui amener le juste nécessaire en eau, pas plus, pas moins. Surtout qu'en plus, dans certaines plantes, un cycle a vraiment à suivre pour qu'elles s'enracinent au départ, en fait, pour qu'elles s'ancrent au sol. Et donc, il ne faut pas trop d'eau. Mais là, s'il y a des gens qui sont dans l'agriculture, ils vont dire, attends, mais c'est ce que j'ai compris des agronomes. Et après, donc, de travailler plutôt la progression et le fait qu'elle pousse. Parce que derrière, tu vois des plantes qui sont complètement couchées, parce que justement, on a trop arrosé. Et c'est-à-dire qu'elles sont trop développées extérieures et pas assez dans le sol. Et elles ne sont pas ancrées dans le sol dessus. Donc les racines ne sont pas développées. Donc ça, sont des capteurs qui vont amener un stress hydrique. Donc c'est une sonde qui est mise donc, en fonction de la plante à une différente hauteur à l'intérieur et qui va travailler sur la pression finalement de la terre et le fait qu'il y a assez d'eau ou pas dans la terre. Et pareil, l'humidité, c'est le fait que l'eau ruisselle ou pas à l'intérieur donc de la terre. Tout ça couplé finalement à ce qui arrive comme eau. Est-ce que c'est de l'eau naturelle, donc avec une station météo qui va, pluviométrie, donc qui va mesurer l'eau qui arrive, soit par la pluie, soit par un arrosage. Et donc là, c'est là où l'arrosage est important à commander, donc à distance. Et en fonction donc des cultures, tu vas avoir des électrovannes qui vont être plus ou moins grosses, forcément. Si tu fais du maraîchage, ça va être des petits tuyaux avec des gouttes à gouttes ou des petits arroseurs. Si c'est des grandes cultures, tu vas avoir les grands portiques, donc avec qui vont traverser l'ensemble. Mais voilà, donc ça, on voit que rien que sur un cas d'usage, ça peut apporter beaucoup donc, de solutions et d'informations. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Emmanuel, il est au cœur du déploiement de ce type de solution. De notre côté, on est plus sur de la prospective. Donc, on peut se projeter aussi dans l'avenir et imaginer qu'est-ce que peut être l'agriculture de demain avec les moyens qu'offre l'IoT. Tout le monde a entendu parler des drones. On peut même imaginer que les drones demain soient des capteurs également, puisque les drones peuvent être équipés de caméras. Et tout à l'heure, Bruno parlait d'algorithmie et notamment d'intelligence artificielle. On a été amené, par exemple, de notre côté, à travailler sur de la reconnaissance d'images permettant d'identifier des stress de plantes ou des zones de sécheresse uniquement par la colorimétrie de la culture. Et donc, ça permet aussi, quand un drone passe au-dessus d'une parcelle, de pouvoir qualifier des sous-parcelles dans cet espace et de pouvoir retransmettre de l'information au logiciel qui exploite toutes les données de l'exploitation et de manière à pouvoir donner des instructions il faut arroser plus ici, moins ici, et donc d'avoir quelque chose qui permet d'optimiser également les ressources naturelles, les consommations d'eau, mais également, pourquoi pas, les engrais, ce genre de choses, puisque derrière, on sait que les exploitants peuvent avoir de la connectivité aussi au sein de leur matériel agricole. Et je ne parle même pas de la robotique, puisque en Occitanie, on a la chance d'avoir des startups qui sont assez poussées sur le sujet, notamment Nayo Technologies, qui proposent des robots de culture et qui vont pouvoir aussi recevoir de la donnée et faire des traitements spécifiques par rapport à des parcelles bien données. Donc c'est intéressant parce que l'agriculture est un domaine où on a de l'espace géographique, on a à la fois cet espace qu'on peut éventuellement redécouper et donc apporter des spécificités à des sous-espaces, le tout par rapport à des notions aussi bien d'irrigation, mais également de traitement. Aujourd'hui, on constate que si on utilise l'exploitation en agriculture de l'intelligence artificielle et de la vision, notamment sur des petits robots ou sur des drones, on peut identifier soit des maladies,
soit des zones où il faut désherber. Je pense par exemple à la viticulture, ça peut être intéressant plutôt que de passer systématiquement dans le champ, de ne traiter que certaines plantes à arracher parce qu'on sait qu'elles peuvent apporter des maladies ou qu'elles peuvent être vecteurs de différents parasites, voire d'autres plantes, les laisser parce qu'elles sont plus appropriées pour justement éloigner certains parasites ou certaines maladies. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est que là, Emmanuel a apporté une vision qui est très sur l'exploitation et sur l'optimisation des ressources, mais il faut voir également qu'en agriculture, on peut aussi pousser les choses très très loin et avoir une vraie optimisation de ce côté-là. Alors là, on a parlé de culture, mais en fait, on peut voir aussi qu'il y a aussi toute la partie élevage qui peut être, où l'IoT peut avoir un gros atout. Est-ce que tu as des exemples, Emmanuel Là, on a d'ailleurs des startups aussi, enfin moins de startups maintenant, des belles sociétés qui travaillent sur l'élevage, comme ITK, hein, qui travaille sur le suivi des vaches, suivi des vélages donc, de vaches pour avertir qu'une vache va mettre bas. Donc là, c'est des capteurs aussi qui sont ingurgités par la vache, qui ont des colliers aussi pour arriver à suivre l'évolution physiologique de la vache. Il y a sur des troupeaux, alors on le voit beaucoup plutôt à l'étranger, alors c'est pas nous qui en fait, mais en Nouvelle-Zélande, quand il y a des grandes étendues, pour arriver à géolocaliser donc aussi les troupeaux, les troupeaux de moutons, donc, de vaches aussi à distance. Donc ça, la géolocalisation, la remontée par satellite est importante. Donc, se fait de plus en plus parce qu'on arrive maintenant à miniaturiser le capteur, à le rendre de plus en plus autonome en énergie, c'est-à-dire qu'il va être autonome pendant plus de 2 ans, 3 ans, voire certains 5 ans, parce que ça remonte peu d'informations. Et donc, maintenant, on a des technologies qui permettent d'envoyer à distance. Donc, ça ouvre des perspectives qui sont autres qu'on n'avait pas. On se disait, c'est pas possible de mesurer, c'est pas possible de faire, ça va coûter trop cher pour ce que ça va apporter. Et finalement, on y arrive maintenant. Je voulais rebondir maintenant peut-être sur le côté agroalimentaire, aussi, parce que ce serait bien de basculer d'un domaine à l'autre, où ce qu'on voit beaucoup, et je profite qu'il y a IR aussi avec Marielle, parce que forcément, le côté transport donc d'agroalimentaire, le transport de matières donc, liées aux enjeux de la chaîne du froid, c'est des choses qui sont importantes. Et donc là, il y a beaucoup d'informations. Un, déjà la localisation. Deux, la notion de trafic, de savoir est-ce qu'il y a des véhicules, combien de temps on va mettre pour le transporter, est-ce que dans le temps, on remonte une donnée de température où nous, on l'a fait aussi sur les transporteurs pour la pression à l'intérieur, donc quand on transporte, je ne sais plus ce que c'était comme matière, hein, il y avait besoin de maintenir une pression en fait à l'intérieur. C'est pas la bière, mais c'est pas loin. Derrière, d'avoir des capteurs qui mesurent ce niveau de pression et qui alertent dès qu'on passe des seuils. Parce qu'il y a le groupe qui faiblit du camion, ou parce que le transporteur il s'est arrêté pour manger au restaurant. Bon, en ce moment, c'est moins le cas, mais sinon, il s'arrête au bord de la route et il a éteint le moteur, où il n'y a plus de batterie sur le moteur, et donc forcément, on commence à avoir une baisse. Donc, d'anticiper finalement une perte de marchandises due à une rupture donc, de la chaîne du froid, une rupture donc, de pression, et tout de suite d'avertir le conducteur, de dire là, il y a un problème, remettre vite le moteur pour redresser. Donc ça, c'est couplé à une optimisation de trajet aussi. Donc ça, c'est là où les données cartographiques sont importantes, les données aussi de trafic, temps réel, les données on appelle les données de pont, de dimensionnement de pont, de tunnels, ou de zones où on ne peut pas passer parce qu'on a un camion de 38 tonnes ou 3 tonnes 5 et c'est des petites routes. Donc ça, c'est des données qui, en temps réel, sont importantes pour optimiser les trajets. Encore plus à l'avenir sur des véhicules qui vont être électriques ou hybrides ou hydrogène.
et optimiser un trajet par rapport aux stations donc de recharge, et en fonction de la disponibilité des recharges, tout ça, ça permet de se faire à distance, de se faire grâce aux capteurs, grâce aux remontées et de consolider ces ensembles. Oui, c'est exactement ce que nous J'ai tendu la proposons. perche, Marielle. Exactement, exactement. Et on croise effectivement, donc nous proposons la carte et nous avons justement un produit dédié avec l'ensemble des informations que vous venez de citer pour optimiser les déplacements, pour optimiser des livraisons. Alors, on va croiser de l'information avec déjà les prix des péages, etc. On va avoir de l'information destinée au gabarit, de l'information aussi, vous parliez d'anticiper des problèmes durant le trajet. On va avoir aussi des informations sur la météo. On va avoir ce que vous signaliez, des localisations de bornes de recharge de véhicules électriques qui, effectivement, pour peut-être faire le lien avec le niveau de remplissage de la batterie du véhicule, donc et lui signaler que dans le périmètre dans lequel il se trouve par rapport au niveau qui est faible de sa batterie, il va falloir qu'il pense à la remplir. Donc, il pourra visualiser aussi le positionnement de ses bornes. Voilà, c'est effectivement toutes ces différentes données dont moi je suis chargée de les collecter pour les mettre à disposition et créer ce type de service. Voilà, c'est typiquement ça, effectivement. Et c'est vrai que de plus en plus, le côté, quand on parle d'agroalimentaire, c'est le suivi. Alors, l'enjeu principal, c'est la logistique, finalement. Peut-être ceux qui sont, je ne sais plus qui est dans l'agroalimentaire, là, je crois que c'était William, non, je crois, peut-être qui était dedans. L'enjeu qu'on voit, c'est beaucoup de logistique, la rupture de charge, le suivi finalement des colis pour arriver à être livré du producteur au consommateur, qui est un restaurateur, beaucoup, et donc d'arriver à avoir vraiment aucune rupture donc dans le suivi de cette traçabilité pour optimiser. Et ça, c'est des enjeux logistiques qui sont forts d'identification, donc l'identification des colis, donc là on parle de RFID, on parle donc de tags qui sont mis au niveau des colis, on parle donc de liens, en fait, ce qu'on appelle l'interopérabilité entre les différents acteurs. En fait, tout l'enjeu, il est là, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent et de quel langage on parle, comment on échange finalement ce suivi pour qu'à la fin, que ce soit le donneur d'ordre ou que ce soit donc le consommateur, il puisse avoir cette information de bout en bout. Et ça, c'est un peu les enjeux futurs qui sont en train d'arriver. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles beaucoup de logistique. Effectivement, c'est un enjeu majeur sur l'agroalimentaire. On sait aussi que agroalimentaire égale industrie et dans la partie production, il y a malgré tout aussi beaucoup d'enjeux puisque même si c'est de la logistique à l'intérieur même d'un bâtiment de production, il y a également toute la logistique au niveau de la chaîne de production. On a nous-mêmes été consultés plusieurs fois sur du suivi de production. À savoir, par exemple, tu parlais de bière tout à l'heure, le remplissage des bières. Bon, il y a des machines qui sont équipées de capteurs pour identifier les niveaux à l'intérieur des bouteilles et identifier s'il y a des bouteilles qui ne sont pas assez remplies, d'autres qui sont trop remplies, de manière à avoir de la régularité sur la chaîne de production. Il y a également des capteurs partout, tout au long d'une chaîne de production pour pouvoir identifier si un produit, si je prends par exemple de la culture de pommes ou d'abricots pour être plus dans la région, on va se retrouver avec de l'analyse directement sur la chaîne de traitement pour être capable d'identifier un fruit qui est abîmé, un fruit qui est trop gros, du calibre, ce genre de choses. Et tout ça, au final, tient de l'IoT également. Alors, certains l'avaient fait bien avant qu'on appelle ça de l'IoT.
mais de plus en plus, ça se miniaturise. De plus en plus, on peut aussi apporter des solutions plus efficaces sur ces parties-là, et notamment soit par des capteurs liés à l'image, soit des capteurs liés à des poids, à du poids, à des températures en fonction d'eux, et de pouvoir traiter et optimiser la chaîne de production. On l'a vu également sur du traitement lié aux produits de la mer, où il y a des choses à faire. Je prends par exemple une bonite. On est capable, à partir d'un premier capteur au niveau de la chaîne de production, enfin de traitement du produit, de pouvoir précalculer la surface de peau qui peut être exploitée derrière d'autres manières, et de pouvoir du coup derrière avoir une meilleure traçabilité du produit, une meilleure évaluation des prix de revient et des coûts qui peuvent être induits uniquement par des capteurs qui sont capables, par rapport, comme un humain, on est capable de calculer la masse graisseuse, on est capable de le faire aussi sur des produits de type viande ou denrées de ce type-là. Et ça, c'est vraiment aussi très intéressant de pouvoir mettre ça en valeur au passage. Tu parlais de bière. J'aime bien le cas d'usage qu'on a fait nous, sur un distributeur de bière, parce que forcément, je pense que tous mes développeurs, toutes les personnes chez moi ont voulu bosser sur le dossier. C'était d'arriver les tireuses à bière, ce qu'on appelle les colonnes Python, forcément, parce que ça, vous allez dans un bar, vous avez donc les fûts donc, de bière qui sont au sous-sol. Tout ça, c'est connecté. On l'a complètement connecté, à savoir, pour arriver à avoir une bonne bière, il faut avoir donc une bonne pression, en fait, c'est une bonne température. Et donc, c'est ce couplage entre la pression et la température qui font qu'on a la mousse qui va bien, et en fonction même de la bière, de la typologie de la bière, ces paramètres sont différents. Et donc là-dessus, on a équipé donc ces bacs à glace, en fait, avec le compresseur. C'est une usine quelque part, donc avec le compresseur qui fabrique le froid. Donc avant d'arriver, en sortie, en entrée et en sortie, ce qui permet d'avoir des différences de la capacité du compresseur Edmond. Donc forcément, il est plus ou moins sollicité en fonction de s'il y a un match de rugby ou pas, quelque part. Et donc d'arriver à avoir aussi le capteur de pression. Et tout ça, ça permet donc d'arriver à anticiper finalement une faiblesse du compresseur, parce qu'on sait que si un compresseur lâche, on va avoir 1 heure à 2 heures pour réagir avant que ça monte en température et qu'on ait une perte. Donc, c'est anecdotique comme ça, mais pour des bars qui, je l'espère pour eux, vont rouvrir très rapidement, quand vous avez un débit de bière qui est phénoménal, c'est une perte de revenus sèche s'ils n'arrivent pas à servir la bière. Et donc ça, c'est des concepts qui sont importants. Donc ça, c'était assez intéressant à travailler, mais c'est une vraie petite usine. Alors, moi, je voulais venir, on a parlé des capteurs, mais ça serait bien qu'on entende après sur un peu la donnée et le travail sur la donnée qui serait intéressant à voir. Mais juste faire une parenthèse, comme ça je te laisse la main après sur l'intelligence artificielle qu'on peut amener. Quand on va amener une intelligence artificielle, c'est un traitement de la donnée, amener du prédictif dessus. Ça, c'est possible de le faire. Mais pour ça, il faut de la bonne donnée, de la donnée qui est propre. Et c'est là où l'IoT est important d'avoir une vision complète, c'est que qu'est-ce qu'une donnée qui est propre, qui est bien horodatée, qu'il n'y a pas de dérive dans le temps, qui permet à un algorithme d'être efficace dans le temps. Parce qu'on aura beau avoir le meilleur algorithme du monde, si les données qui rentrent ne sont pas bonnes ou sont disparates, ou il y a des variances entre les données, on aura un résultat qui ne servira à rien, qui ne nous aidera pas à prendre des bonnes décisions. Donc, tout l'enjeu, là, il est d'être sûr que la donnée, elle arrive et qu'elle soit propre. Et après, l'algorithme, il n'a qu'à faire son boulot. Et donc, après, tu peux parler un peu de machine learning, peut-être, et de deep learning. Oui. Alors, comme Emmanuel vient de le dire, on a le prédictif. Le prédictif, on peut le voir sur plusieurs, on va dire, sur plusieurs thèmes. On a prédire de la sécheresse, prédire du stress végétal, prédire du stress animal. Tu prenais l'exemple tout à l'heure de la gestation des vaches.
Nous, on s'était intéressé aux problématiques de la gestation des ovins, mais pas que de la gestation des ovins. En fait, quand on met un collier sur un animal, on a du capteur de température, on a du capteur cardiaque, on est capable d'imaginer pas mal de choses, et toutes ces données qui remontent, quand on a du prédictif bien fait, on est capable d'identifier à un moment donné, avec des modèles de machine learning, que l'animal va être en période d'ovulation, que donc c'est le bon moment pour la reproduction avec le cheptel, que l'animal arrive à telle période et que d'un seul coup, il y a de la fièvre. Donc, plutôt que d'attendre que la bête soit fortement impactée, on peut traiter uniquement cette bête-là et savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, on voit que on parle d'IoT au départ, mais finalement, on a aussi l'IA qui rentre, l'intelligence artificielle qui rentre en ligne de compte. J'ai parlé tout à l'heure, évidemment, de l'IA, c'est un domaine qui est assez large aussi. Donc, on a ce qu'on appelle de la vision également. Nous, on s'était intéressé, donc je reprends par rapport aux ovins, pour mettre des capteurs vidéo au-dessus d'une bergerie et d'être capable, quand le cheptel, quand les animaux, en fait, on a de la traçabilité visuelle sur les animaux, et dès qu'ils restent en position plus d'un certain temps, voir qu'il y a des comportements particuliers qui sont identifiés. On est capable de remonter cette information auprès du smartphone de l'agriculteur pour que celui-ci soit averti qu'une bête est en train de mettre bas, par exemple. Et plutôt que l'agriculteur que l'exploitant soit en permanence à revenir dans son bâtiment pour juste jeter un coup d'œil, en fait, il est en train de préparer les fourrages, leur silage, il est en train de faire tous ses travaux habituels. Et simplement, s'il y a un besoin, il peut être prévenu. Et c'est ça qui est intéressant en couplant ces différentes disciplines, c'est qu'on se rend compte que déjà, il y a un certain nombre de capteurs IoT qui embarquent de plus en plus de l'intelligence artificielle, et notamment, comme expliquait Bruno, via la légèreté des modèles de machine learning, on peut de plus en plus les mettre dans des capteurs de plus en plus petits, mais on est capable aussi d'utiliser l'IA dans un capteur pour éviter d'avoir besoin de transmettre des trop gros flux d'informations. Quand on prend de la vidéo, à quoi sert la vidéo? Est-ce que c'est pour faire un comptage? Et du coup, la donnée, Emmanuel en parlait tout à l'heure, l'importance de la donnée, à un moment donné, si c'est juste pour faire un comptage, ça ne sert à rien d'avoir une bande passante très importante qui peut coûter cher. Ça peut valoir le coup de faire en sorte que le capteur lui-même analyse le comptage qui nous intéresse et ne retransmette de manière propre que le comptage en question. Et du coup, la vidéo en elle-même, avoir des centaines d'heures de films d'une vache au milieu du pré, ça n'a pas un grand intérêt. Par contre, c'est intéressant de savoir combien de fois elles sont allées boire dans la journée pour pouvoir éventuellement définir la bonne tournée pour mettre les bonnes quantités d'eau dans les citernes, dans les champs. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui permettent, en couplage de l'IA, de l'IoT, d'avoir des exploitations qui sont plus efficaces. Si je reviens un petit peu sur l'IA, le prédictif, effectivement, avoir de la donnée, on peut l'avoir dans plusieurs domaines. Soit on utilise des modèles d'IA qui sont déjà établis, soit dans certains cas, on va devoir créer complètement des modèles. Et là, on a besoin d'avoir de la donnée. Et on a besoin d'avoir de la donnée. C'est un peu comme quand on crée des jeux de données. Si par exemple je veux pouvoir identifier des maladies sur des feuilles de vigne, il va me falloir énormément de données de différentes typologies, mais il faut toujours qu'elles soient de qualité suffisamment intéressante. Et tout ça, évidemment, pour savoir quand est-ce qu'une maladie arrive, je vais devoir pouvoir identifier, recouper des données météo, recouper des données d'hygrométrie, recouper des données d'ensoleillement, toutes ces données-là, et il faut qu'elles soient suffisamment bien formatées pour que les fameux data scientists puissent les exploiter correctement, soit par de l'algorithme. Donc là, on va être sur de l'IA faible, c'est simplement des équations mathématiques, soit carrément dans les passer dans des modèles de prédiction qui sont un petit peu plus complexes, mais dont le but n'est que de fournir une prédiction. Ça veut dire qu'on n'a pas une donnée 0 ou 1, est-ce que la plante est malade ou est-ce qu'elle n'est pas malade? On a une évaluation du risque, en l'occurrence, qui est de 0 à 100%. Et là, ça va dépendre de la qualité des données qu'on peut avoir en amont. Voilà un petit peu sur la partie intelligence artificielle, ce qui est possible de faire. Après, on peut aussi parler d'un certain nombre
choses, de faire un peu de prospective. Emmanuel, peut-être tu as des idées sur ce que peut être l'agriculture demain si on commence à coupler tout ça. Alors, il y a juste un point tout à l'heure, Emmanuel parlait beaucoup des capteurs. Tu as parlé aussi de la verticale de l'IoT. Ce qui est intéressant, c'est les transmissions. Quand on parle d'IoT, on a surtout dans l'agriculture, vu les surfaces d'exploitation, on peut avoir différents types de transmissions. On parle de réseaux de télécommunications. Il y a différentes typologies de réseaux. Tu as parlé de courte distance, de longue distance. Est-ce qu'on peut peut-être détailler un petit peu pour les personnes qui sont là? Alors, on peut rentrer dans le détail, hein, mais après n'hésitez pas. Je vois pas beaucoup de questions, mais n'hésitez pas à orienter aussi la discussion par rapport à des sujets qui pourraient vous intéresser davantage. Là, nous, ce qu'on peut faire, c'est vous balayer un petit peu la verticale des différentes strates qui sont attachées à la filière IoT, de manière à vous donner la meilleure vision possible de ce que vous pourriez en obtenir en exploitant ce type de dispositif. Alors, ce qu'il faut savoir dans la communication, c'est qu'on n'a plus de limites maintenant. Il n'y a pas de zone blanche, parce qu'on peut transmettre toute information à distance, et quel que soit l'endroit du globe où on est, soit dans un désert, dans une forêt, au milieu de l'océan, on a tous les réseaux possibles. Forcément, après, tout un coup. Donc, il faut arriver à savoir est-ce que ça vaut le coup ou pas de le faire. Mais sinon, les satellites sont là, ils vont arriver de plus en plus si on se projette. Vous connaissiez les balises Argos. Derrière, c'est la même société, d'ailleurs, qui est basée à Toulouse, qui s'appelle CLS, donc, qui est issue du CNES, qui crée toute une constellation donc, de satellites et de nanosatellites qui vont transmettre donc, de la donnée via ces réseaux-là. Donc, on pourra avoir donc, de l'information de partout, ce qui est déjà le cas, mais ça va se développer de plus en plus. On a des réseaux, là, vous entendez beaucoup parler de la 5G, mais déjà avant la 5G, on a déjà des réseaux en place qui permettent de remonter. Donc on entendait peut-être parler de Sigfox ou de LoRa. Ce sont des technologies qui sont très faibles en consommation énergétique, tellement faibles qu'on peut avoir maintenant des objets qui s'auto-alimentent, c'est-à-dire qui s'auto-génèrent donc de l'énergie pour pouvoir capter cette information et la transmettre. Alors, c'est pas, mais par exemple, une température ou autre, ça, c'est totalement possible d'être complètement autonome en énergie. Et après, il y a des systèmes donc, de récupération d'énergie qui permettent donc, de faire ça comme système. Alors, je peux vous donner les termes, c'est piezo ou les systèmes Peltier, qui sont Peltier, c'est les différences de température entre deux zones, dans de l'eau extérieure ou intérieure, et quand on a plus de 1,5 degré, 2 degrés, ça génère l'énergie suffisante pour alimenter une micro-batterie et qui après permet donc d'alimenter la mesure et la transmission d'informations. Après, le piezo, c'est le fait d'appuyer sur un bouton ou d'avoir les ressorts qui appuient. Donc tout ça, ça génère l'énergie. Et cette énergie-là, maintenant, elle permet donc d'avoir des capteurs qui remontent à très longue distance. Donc, très longue distance, c'est quoi? C'est des plusieurs kilomètres. C'est des réseaux maintenant qui sont maillés. Par exemple, le LoRa, et je crois, il y a 93 opérateurs dans le monde qui ont monté un réseau LoRa. En France, il a été très bien déployé par Orange et Obgenius, qui est Bouygues Télécom, et qui permet, quel que soit l'endroit, donc de pouvoir envoyer. Alors, après, quel que soit l'endroit, il y a deux notions qu'il faut connaître. C'est soit on est outdoor, soit on est indoor, ou enfin, même trois notions, outdoor, indoor ou deep indoor, c'est-à-dire enfoui. Et c'est le cas, on a mis des compteurs d'eau, nous, qui sont à 1 mètre dans le sol, sous des dalles béton ou fonte, et donc forcément, le signal est important à mesurer. Ces technologies-là aussi, LoRa, il y a certaines coopératives agricoles ou exploitations qui montent leur propre réseau, ce qui leur permet d'éviter de passer par un opérateur télécom parce qu'ils ont un champ et un volume de capteurs qui est suffisant, qui leur
qui leur évite d'avoir un coût supplémentaire. Ils ont juste ça ressemble en fait à un point d'accès Wi-Fi hein, que vous aurez chez vous et qui permet d'être même à l'extérieur et d'avoir tout votre réseau dessus. Alors peut-être qu'on peut préciser, je précise juste par rapport au LoRa, au Sigfox, ce qu'il faut voir comme, donc là on est sur des réseaux longue portée. Emmanuel, tu me confirmes, hein, on part à plusieurs dizaines de kilomètres, notamment pour le LoRa, puisqu'on peut s'en servir pour du offshore, pour des plateformes offshore notamment, pour transmettre jusqu'au territoire métropolitain. Le Sigfox, c'est un réseau privé. Donc, il y a une licence à chaque fois que vous passez par de la bande passante ou ce genre de choses. LoRa, vous avez soit, comme le dit Emmanuel, vous passez par un opérateur type Orange, Bouygues Télécom, qui vous fournit le réseau. Mais la différence, c'est que LoRa est un projet communautaire, donc basé sur des technologies qui sont open source, hein, si je ne dis pas de bêtises, et qui permet, du coup, comme le disait Emmanuel, de réaliser votre propre réseau. Après, une fois que vous avez votre fameux gateway, vous pouvez récupérer la donnée et la transmettre via du filaire de manière plus classique. Mais sur toute une exploitation, vous pouvez avoir votre propre système de réseau LoRa. Et comme tu le disais également, le gros avantage de ces réseaux longue portée, c'est qu'ils ont plus de capacité à passer dans des zones, on va dire, qui sont plus délaissées par la 3G, 4G, 5G, qui là, par contre, permet des débits qui sont beaucoup plus importants. Il faut voir que le longue portée amène un signal qui va plus loin, mais avec un débit d'information qui est beaucoup plus restreint. Voilà, c'est-à-dire que l'information, on ne pourra pas envoyer beaucoup d'informations dedans. Par contre, Voilà. après, il y a des réseaux comme la 3G, la 4G et la 5G qui arrivent, qui vont permettre donc de transporter beaucoup plus d'informations. Donc, c'est le cas pour les caméras vidéo, donc avec de l'analyse, ça va pouvoir remonter donc les flux vidéo, de l'analyse, et aussi pouvoir, si on veut utiliser un actionneur, c'est-à-dire pouvoir piloter à distance les équipements. On peut le faire avec du Sigfox ou du LoRa, mais ce n'est pas sur du temps réel, c'est-à-dire qu'il y a un temps de latence dessus. Et puis, on ne peut pas le faire beaucoup de fois dans la journée. Alors que si on a besoin donc, de vraiment piloter, là, les réseaux IP, donc basés sur la technologie IP, comme donc, la 4G ou la 5G, ou alors ce qu'on appelle la 4G Lite, ça s'appelle le LTEM, donc un terme technique qui est Narrowband IoT ou LTEM, qui sont faible consommation en IP, qui permettent donc de s'appuyer sur les opérateurs mondiaux, encore une fois, c'est des standards. Et alors, en termes de coût, pour une dizaine d'euros par an, vous avez une communication. Donc, il faut que derrière, un objet coûte une dizaine d'euros en communication, ce n'est pas énorme. Après, c'est fonction forcément de la volumétrie de données que vous voulez avoir. Donc là, du coup, tu as parlé du longue distance avec les technologies LoRa, Sigfox. On a parlé, on va dire, du moyenne distance avec 3G, 4G, LTEM. On a également les courtes distances. Alors, les courtes très courtes distances. C'est le Bluetooth, c'est le Wi-Fi, le Z-Wave, le RFID. Donc le RFID, c'est la radiofréquence, vous voyez plutôt vos tags ou la technologie qu'il y a sur le téléphone, du sans contact, c'est un peu cette même technologie. Là, c'est ce qu'on appelle du NFC, RFID, il faut être en champ très proche dessus. Et le RFID, il permet surtout donc de faire de l'identification. On l'utilise beaucoup dans la logistique pour identifier des colis, parce que ça peut être des tags, alors j'en ai pas un mais qui peuvent être extrêmement petits, même des étiquettes. Donc les étiquettes qui sont collées sur les colis, c'est basé donc sur du tag RFID. Sont les mêmes que ceux que vous avez sur les vêtements ou sur les produits que vous achetez à la FNAC et qui servent pour les antivols, par exemple. C'est exactement la technologie en question. Après, on a une question. Pourquoi 4G moyenne distance? Tout simplement par rapport à la portée d'une antenne et des équipements de ce type-là. On est sur, je crois que c'est 3,6 km en moyenne la portée du 3G, 4G.
Ça dépend, oui, ça dépend de la densité, le maillage, mais sinon ça peut. Et ça fluctue beaucoup en fonction de la topographie de terrain. Exactement. Alors après, les technologies Bluetooth, Bluetooth Low Energy. Bluetooth, c'est ce que vous avez dans les téléphones pour les kits oreillettes, mais qui sont utilisés aussi sur des tags. Et là, il y a des technologies qu'on appelle le Bluetooth Mesh, qui permet donc de rebondir, c'est-à-dire qu'un tag permet de rebondir avec d'autres tags, et comme ça de couvrir des grandes distances, parce que l'identification de l'un passe par les autres. Et là, ça, c'est des tags, par exemple, qui sont utilisés dans la localisation indoor, qui sont mis sur du matériel ou des colis à l'intérieur de bâtiments, parce que forcément, on n'a pas le GPS quand on est dans un bâtiment. Et donc là, d'arriver à avoir une position à 50 cm près, de savoir où est. Donc avec des tags comme ça, un tag comme ça, ça tient quasiment 5 ans, hein, facile. Donc, et ça coûte à peine quelques euros, quelques dizaines d'euros. Aubry, ça répond à votre question? Oui, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi c'est considéré que moyenne distance avec ce que vous m'avez expliqué. Vous parlez de quelques kilomètres, mais peut-être que je réalise mal à quoi ressemble concrètement la chose, mais de ce que moi je comprends, c'est un signal satellite 4G, 5G. Du coup, ça peut en... Il faut des antennes, en fait. Hein. Il faut des antennes. Et les antennes, vous les retrouvez sur les villes, sur les poteaux. Et donc, vous regardez, vous avez toujours un poteau en vue, en fait. Si vous les captez, c'est que autour de vous, vous devez voir le poteau. Donc, on est sur des fréquences terrestres hein, quand on parle de 3G, 4G, 5G. Ok, alors autant pour moi, c'est un déficit de connaissances techniques de ma part. Alors. On est sur la haute fréquence, en fait, vous voyez, c'est du 2,4 GHz, et puis on monte. Ou 5 gigas. Voilà, et ça ne permet pas d'avoir donc de la longue distance. Par contre, plus de débit. Par contre, on envoie du gros volume de données. Hein, mais sur des courtes distances. Et là, c'est le spectre. Donc, en fait, on ne suit plus sur la haute, il va transporter plus, mais moins loin. Alors que la basse fréquence transporte peu, mais loin. Donc, il y a des situations, en gros, si je comprends bien, dans l'agriculture où des zones ne sont pas ou peu couvertes par 4G, 5G, puisque oui. C'est ça. D'accord. Ok. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, les longues distances, on est sur plusieurs dizaines de kilomètres. Alors, ouais. pas centaines, hein. On est 30-40 kilomètres à découvert, ça passe. Ouais. Oui, mais en fait… Mais alors, très petite quantité de données. Ouais, en chiffres, ça donne quelques dizaines de kilo-octets de transmission, maximum. Alors que sur de la 2G, 3G, 4G, 5G, on va de plusieurs centaines de kilo-octets à plusieurs gigas de débit. D'accord, ouais, ça paraît évident. Je pensais pas que c'est normal qu'il y ait un pendant, en termes de maximum de données sur les réseaux. Par contre, je connaissais pas. Donc c'est Sigfox, vous avez mentionné, et réseau LoRa, c'est ça? C'est ça. Oui. Sigfox qui est de Toulouse et qui a donc son propre réseau privé. Et quand vous faites du Sigfox, ce n'est que en passant par Sigfox, alors que LoRa offre l'opportunité de l'exploiter de différentes manières. À titre d'exemple, c'est pas fait pour au départ, mais nous, on a eu le cas de figure d'usage, comme disait Emmanuel, pour faire sur des souterrains ou de l'ensilage. La 4G peut être gênée par des effets de cage de Faraday ou ce genre de choses. Donc, en local, vous pouvez utiliser du LoRa avec un débit du coup qui est beaucoup plus important parce que vous le captez en local, mais vous pouvez descendre. Nous, on s'en sert par exemple on a du matériel dans des souterrains. Eh bien, on peut remonter l'information en surface en exploitant un réseau LoRa qui passe beaucoup plus facilement les densités de béton ou de matière un peu, on va dire, de blindage ou ce genre de choses. Ces réseaux, là, Sigfox et LoRa, ils passent aussi par des antennes, j'imagine. Oui, mais vous pouvez acheter une antenne LoRa alors que vous ne pouvez pas acheter une antenne Sigfox. D'accord. Vous ne pouvez pas acheter une antenne 5G ou 4G. Oui, encore moins une antenne 4G, 5G. C'est beaucoup plus cher.
D'accord. Mais ça coûte à peine une antenne LoRa, vous en avez pour 400 €, 500 €. Si elle est extérieure, à 800 €, vous avez une antenne LoRa. Donc, D'accord. on peut imaginer par exemple qu'une exploitation agricole sur un certain périmètre ça peut valoir le coup de ne pas forcément passer par un fournisseur LoRa, mais ça veut dire qu'il y a des coûts de logistique qui sont aussi à prendre en compte, enfin de supervision technique. Oui, il faut le maintenir. Il faut les maintenir, il faut s'assurer de leur bon fonctionnement. C'est tout l'intérêt de passer par un opérateur. Il y a un coût, mais vous vous occupez pas de cette partie-là. Et le signal qui est envoyé par ces réseaux, il est compris. Est-ce que c'est le même que celui qui est reçu par la 4G? Bon, ce que j'essaie de comprendre, c'est est-ce que en gros, ça demande un effort de la part des entreprises qui produisent des objets d'IoT de concevoir des interfaces qui puissent comprendre à la fois ce qui est envoyé par du LoRa ou du Sigfox et pour la 4G et la 5G, ou est-ce que c'est les mêmes? Moi, je dirais que c'est une histoire de tuyau et que vous passez à peu près ce que vous souhaitez dans le tuyau. Maintenant, comme on le disait, les tuyaux longue portée sont plus fins, section beaucoup plus fine, et du coup, vous ne pouvez pas passer la même nature d'objet. En plus de ça, par exemple, sur les abonnements LoRa notamment, vous êtes limité en nombre de, comment dire, pour rester dans des coûts raisonnables, par jour, ouais. vous êtes limité au nombre de transactions par jour. Voilà, c'est pas, si par exemple vous voulez pouvoir avoir un objet connecté qui peut émettre de la donnée quand il en a besoin et qui peut recevoir de la donnée quand il en a besoin, donc en l'occurrence utiliser ce qu'on appelle des principes de socket, c'est-à-dire que votre objet il est connecté en permanence avec le serveur, ça vous ne pouvez pas le faire avec du LoRa par exemple. D'accord. Okay. Vous pouvez le faire avec de la 4G, avec de la 5G, du LTE-M comme Emmanuel l'évoquait, mais ce ne sera pas adéquat avec ce type de technologie longue portée. D'accord. Merci pour cette parenthèse réseau et télécommunications. Pas hésiter à poser des questions. On est là pour ça, pour dire un peu ce qui existe. Il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas un réseau universel qui fait tout bien, qui n'est pas cher. Non. Après, on a Sierra qui n'est pas là présent aujourd'hui, mais c'est là aussi tout l'intérêt de technologie. Emmanuel, toi, tu fais ce qu'on appelle aussi du M2M. En fait, il ne faut pas mélanger les protocoles de la tuyauterie, en quelque sorte. Oui, c'est pour ça qu'il faut travailler souvent sur l'usage. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va en faire, comme ça, même derrière, on pourra savoir si on met telle technologie ou telle autre technologie dans le matériel. Et parler donc des opérateurs cellulaires qui s'appuient sur les réseaux 2G, 3G, 4G et maintenant 5G, peuvent même être comme multi-opérateurs, c'est-à-dire qu'on peut basculer d'un réseau à un autre, ce qui permet d'avoir une couverture qui est la plus large possible, alors, que ce soit en France et d'ailleurs à l'étranger. Toi, par exemple, Emmanuel, tu proposes des cartes SIM multi-opérateurs, ce qui fait qu'une exploitation agricole qui serait relativement vaste, à tel endroit, c'est chez Orange que ça capte mieux, à tel autre endroit, c'est chez Bouygues ou à tel autre endroit, c'est chez SFR, la borne s'auto-configure où on détermine à l'avance que là, le signal est meilleur sur tel. Et du coup, vous n'avez qu'un abonnement. Et c'est après le prestataire qui s'occupe, comme Emmanuel, qui s'occupe de savoir quel fournisseur de télécom il faut utiliser pour telle ou telle zone géographique. Donc là, on a vu les télécoms. On peut peut-être parler aussi de la partie stockage de données, parce que l'IoT, c'est bien, mais il y a aussi du stockage. On parlait de deux choses, du stockage, et après on parle un peu de sécurité aussi. Oui, de sécurité et l'exploitation, donc tout ce qui est pilotage avec l'analyse, le traitement. Alors, on peut peut-être commencer d'ailleurs par la cyber, par la cybersécurité, puisque qui dit usage de réseaux de communication dit que y a des données. Alors, quand il s'agit juste d'un relevé d'hygrométrie, et bon, au pire, quelqu'un peut vous récupérer cette information et l'exploiter. Quand il s'agit par contre d'un bras robotisé dans un silo, lui, c'est un objet qui a des actions, qui peut être piloté. Et si quelqu'un pirate le système et arrive à, on va dire, casser le bras, non seulement ça a un coût immédiat pour la coopérative,
qui s'occupe du silo, mais en plus de ça, c'est toute la chaîne, toute la logistique derrière qui est arrêtée, et donc il n'y a plus de vente, il n'y a plus rien. Donc la sécurité là-dedans est vraiment très importante. Tu veux en parler un petit peu, Emmanuel? Donc, c'est vrai que le côté, la sécurité, c'est aussi pareil, l'IoT, il faut le voir dans son ensemble. C'est comment on sécurise l'objet, comment on sécurise son réseau, comment on sécurise après le côté plateforme. Derrière, alors, que dire dessus sur le capteur, il y a plein de manières de sécuriser un capteur. Soit on va mettre des éléments qui permettent de garantir que l'objet est bien celui qu'on croit être et qui renvoie l'information. Donc, ça, c'est une identification. Ça, on n'a pas d'usurpation d'identité, parce que l'impact peut être fort. Vous fait croire que votre objet vous envoie des informations et donc vous agissez en conséquence. Vous ouvrez des vannes, vous ouvrez des verrous, des portes, et ce n'est pas ça. Et donc, finalement, l'impact, il peut être fort. C'est aussi la sécurité que votre objet ne soit pas le réceptacle finalement d'une attaque de cybersécurité. On l'a vu beaucoup dans des caméras vidéo où des cyberhackers finalement ont utilisé les caméras vidéo comme relais pour pouvoir attaquer des sites internet sans que le propriétaire de cette caméra vidéo soit au courant. Donc, déjà, pour le propriétaire de la caméra vidéo, ça a eu un coût sur le côté télécom, parce que finalement, ça utilisait beaucoup de télécom. Et de l'autre côté, il était un peu responsable du fait que sa caméra n'était pas sécurisée sur ça. Donc là, il faut arriver à bien comprendre comment on peut sécuriser. Donc là, il y a des moyens qui permettent de faire, hein, c'est-à-dire soit des éléments électroniques qui permettent de sécuriser, soit des éléments logiciels qui permettent donc de le faire, soit on est sur la communication, encore une fois, c'est-à-dire que là, on a deux mondes, l'électronique et le télécom, et bien entre les deux, il faut que le tuyau, on le sécurise complètement. Donc, on est garanti que cet objet n'est que dans un réseau qui est complètement privé et qui n'est pas accessible de l'extérieur. Donc ça, c'est donc des enjeux qui sont forts sur l'IoT. Il faut voir qu'actuellement, les objets qui sont Bluetooth, Wi-Fi, je crois qu'il y a une étude, les 2/3 des objets sont hackables, hein, en fait, hein, ne sont pas sécurisés. Donc, ça fait un peu froid dans le dos quand on dit ça. Mais donc, c'est un des enjeux qui est fort pour l'avenir. Alors après, on me dit Olivier, il faut savoir est-ce que c'est nécessaire ou pas de sécuriser l'objet. Donc, c'est pour ça que son usage est important. L'hydrométrie d'une plante, savoir que ça nous remonte s'il y a de l'eau ou s'il n'y a pas d'eau. Est-ce que c'est important ou c'est pas important? Voilà, toute l'importance. Un capteur comme ça a effectivement peu d'importance. Un drone, ça l'est beaucoup plus. Voilà. Un drone, une électrovanne, un tracteur. Une température dans un silo, on voit qu'un silo peut exploser, et donc c'est des éléments sécuritaires qui sont forts. Alors, sans parler de la sécurité liée, oui, parce que dans un silo, il faut aussi que le capteur ne soit pas la source du désagrément. Si il court-circuite et qu'il commence à faire cramer un véhicule, un tracteur, un camion, parce qu'il a été conçu, ça a été le cas, par exemple, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de Amaguise sur les capteurs donc, pour l'assurance au kilomètre de Groupama. Il n'y a pas Groupama, là, mais ils avaient pris des capteurs qui étaient très low cost, qui n'avaient pas été mis au bon endroit dans les véhicules et qui ont fait cramer des véhicules. Bon, ça tombe bien, c'était l'assureur, donc ils ont remboursé les véhicules, j'espère bien. Mais d'un autre côté, c'est important de voir, c'est pas tout d'avoir le capteur, mais de savoir où est-ce qu'il est installé, comment il est installé, est-ce qu'il va y avoir un impact. Donc après, là-dessus, voilà, il y a ces enjeux-là. Alors, en plus, quand on parle de sécurité, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout dispositif qui contient de l'électronique et des systèmes d'exploitation est vulnérable. Et aujourd'hui, il y a des experts. Alors, Digital 113, en plus, a monté un label spécifique pour ça. Et à partir de là, le but est d'accompagner les fabricants, les éditeurs, à sécuriser leurs objets d'IoT
de manière à faire en sorte que ceci soit le plus sécurisé possible et que ce soit dans la démarche des fabricants, des éditeurs, puisque comme on le voit, on a un objet, mais on a des télécoms et derrière, on a des serveurs. Alors, un serveur qui n'est pas sécurisé aujourd'hui, c'est moins de 5 minutes pour être complètement hacké. Donc, aujourd'hui, en fait, tout ça devient quelque chose de très important. La sécurité, que ce soit chez Sinox ou chez Subvitamine, dès lors qu'on conçoit un dispositif ou qu'on le met en place, il y a évidemment cette dimension qui est le security by design, c'est-à-dire que dès lors qu'on conçoit le dispositif, on l'imagine avec tout le niveau de sécurité approprié pour que ce ne soit pas quelque chose où on essaye de boucher les trous de sécurité derrière, parce que là, pour le coup, c'est aucune visibilité pour les exploitants et ça, ce n'est pas possible. Donc, du coup, on en arrive peut-être à la partie stockage des données, Emmanuel. Parce que je vois, il est 43, il nous reste encore un petit peu de temps. Mais... Il nous reste un quart d'heure, non, on a dit ça? Ouais, pas loin, ouais. Mais je ne sais pas s'il y a des questions, parce que j'aimerais bien voir, peut-être, moi j'aime bien les échanges dessus, donc n'hésitez pas là-dessus à ouvrir votre micro et à nous poser une question. J'ai une question simple pour rebondir sur la cybersécurité. Est-ce qu'il y a des entreprises dans la région Occitanie qui sont un peu spécialisées là-dedans au niveau pour essayer de comprendre le… Alors, moi-même, je suis copilote de la factory IoT, mais je suis également copilote de la factory cybersécurité. Et donc là-dessus, je peux vous donner effectivement quelques adresses, quelques coordonnées de sociétés spécialisées là-dessus. On en a une très bien à Montpellier. Entre Montpellier et Toulouse, on a pas mal d'acteurs qui sont spécialistes de la cybersécurité et à différents niveaux, parce qu'on voit que la sécurité, elle est très, très large. Et donc, c'est vrai qu'en fonction de vos besoins en cybersécurité, on trouvera toujours le bon interlocuteur. D'accord. OK. Donc, on est présent dans ce domaine-là. Tout à fait. OK. Oui, je vais donner un exemple. Sur Montpellier, il y a D26 qui est très présent et qui est en mesure. Pradeo, SecLab, il y a Scasti, il y a eTrust. Voilà, on a beaucoup de monde qui ils font soit des audits, soit donc des logiciels qui permettent de garantir que les systèmes sont sécurisés, soit c'est du matériel qui sécurise aussi pour des industriels l'accès à des sites derrière. Donc, il y a toute une panoplie qui est possible. Alors, il y a Alvaro qui lance le débat sur « Avez-vous des expériences à partager sur l'utilisation de capteurs pour estimer la productivité d'un sol en agriculture ?» Alors moi, oui, j'ai dit un peu tout à l'heure, oui, c'est un capteur qui travaille sur alors la productivité d'un sol, c'est un peu complexe. Moi, c'est par rapport à l'eau, surtout. Alvaro, peut-être vous pouvez prendre, je ne sais pas si votre micro fonctionne, vous pouvez peut-être prendre la parole et nous expliquer un peu plus en détail ce que vous attendez de la question, enfin, des réponses plus exactement. Oui. En effet, c'est un peu un mix de mes expériences. Je suis géophysique de formation. Donc, au début, je faisais l'analyse des propriétés physiques des sols, de sol, c'est-à-dire par la mesure à travers différents instruments en surface, estimer ce qu'il y avait en sous-surface. On n'a jamais mesuré la qualité du sol avec ça. On cherchait les endroits où il y avait plus d'eau, il y avait plus d'humidité, des choses comme ça. Donc, l'humidité, on mesure avec la conductivité, normalement. Par contre, la productivité du sol, c'est quelque chose qui m'intéresse plus récemment, c'est beaucoup plus complexe. Il y a par exemple un rapport avec la quantité de carbone, parce que ça change la conductivité, l'interaction entre les éléments chimiques. Et donc, je me questionnais justement s'il y a quelqu'un qui a commencé à exploiter ces types de choses, parce que si on a beaucoup de mesures, c'est-à-dire, on pourrait tantôt des laboratoires qui mesurent la productivité du sol, la teneur en carbone, la teneur en nutriments, et en même temps des mesures de conductivité ou d'autres choses.
on pourrait imaginer faire des modèles d'intelligence artificielle, des modèles de régression, qui pourraient, à partir des mesures indirectes, estimer la productivité du sol. Donc la question c'était, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui se met là-dedans? Alors, alors, moi, ce que je vois, parce que dessus, sur le sol, souvent, c'est d'abord, ils analysent le sol, donc ils font un prélèvement de sol, ils l'amènent en laboratoire pour avoir la capacité du sol, et derrière, les capteurs sont souvent autour de l'eau, donc ce qui est apporté en plus donc, au cours de la vie du sol, mais ce n'est pas des capteurs qui restent dans le sol. Donc, ils font une analyse avant. Donc, ils savent la teneur en carbone, en éléments, en tout ce que va apporter le sol par rapport à la plante. Et ce qu'ils doivent. Ouais. Mais sur le côté capteur temps réel, sur alors, à part si ce qui arrive comme capteur maintenant, c'est lié plutôt à la pollution du sol. Savoir la teneur en glyphosate, en phosphate, donc c'est plutôt cette saturation donc de pollution, plus que sur les nutriments. En fait, vous, c'est plutôt sur les nutriments dans le sol, c'est ça? Oui, mais bon, c'est peut-être lié. Si on a la technologie pour estimer qu'il y a beaucoup trop de pesticides ou quelque chose comme ça, indirectement, peut-être on peut imaginer transformer ça dans quelque chose. Ouais, les capteurs qu'on voit, ce sont ceux qui peuvent mesurer des choses qui peuvent évoluer par rapport au sol. Parce qu'après, souvent, il est analysé au départ, c'est un sol calcaire, c'est un sol argileux, c'est un sol… et donc ça, il ne va pas bouger dans le temps, en fait. Par contre, son… Ouais, alors sur cette partie-là et le rapport au modèle modèle mathématique ou pour évaluer telle typologie, je pense que la difficulté, elle est liée au prélèvement. Si je mets un capteur, quand je cherche l'humidité, à quelques dizaines de mètres près autour, ça me permet d'avoir une évaluation et surtout, je fais très attention où je mets mon capteur. Sur d'autres natures liées à des nutriments, des choses comme ça, c'est pas forcément évident d'avoir un niveau de précision élevé sur telle ou telle parcelle faudrait peut-être beaucoup de capteurs ou peut-être faire appel plus à de la robotique pour avoir des prélèvements réguliers géolocalisés dans une parcelle pour avoir ce genre d'informations. Après, ce qui est sûr, c'est que comme les tracteurs sont connectés, on peut savoir peut-être sur, notamment, on parlait de productivité ou de choses comme ça. Si je pense à de la céréale, la difficulté, c'est qu'on a l'information qu'une fois par an, au moment de la récolte. Donc, savoir combien de quintaux on a pu récupérer sur telle parcelle par rapport à telle typologie de sol. Là, on est plus dans des modèles, des modèles prédictifs, mais qui sont liés à une grosse agrégation de données en amont. Alors moi j'ai quelques informations que je pourrais vous transmettre. J'ai des PDF un peu dessus sur les typologies de capteurs qui peuvent être possibles, hein, qui sont faits avec des partenaires que l'on a et qui permettent de voir quelles sont les analyses qu'on peut arriver à faire. Voilà, je vois la différence entre le blé, le colza, les pommes de terre, le maïs. Ouais. Donc, oui, je peux vous envoyer. On échangera les mails et puis je vous enverrai ça. Un peu quel capteur ils arrivent. Merci. Il y a d'autres questions peut-être? N'hésitez pas. Pas de mon côté. Parce que là, je regarde en même temps, là, il y a des capteurs sur justement les éléments nutritifs de la plante, sur la feuille, l'analyse des feuilles, dessus aussi donc, de la plante pour savoir si elle a bien été nourrie ou pas. Après, ça me fait penser. Oui, on a travaillé. En même temps que je regardais mes notes. Sur les éléments de gel. Alors, par exemple, alors c'est vraiment pas de l'intelligence artificielle, hein, mais les points de rosée, c'est des choses qui sont très simples en modèle mathématique à faire, hein, parce que c'est juste un croisement entre température et hydrométrie de l'air.
qui permet d'arriver à anticiper donc, finalement le point de gelée. Donc, les points de, et donc ça, c'est des éléments qu'on nous a demandé, oui, pour les routes, pour les plantes. Donc, là, c'est vraiment pas un gros modèle mathématique, hein, c'est juste. Oui, vous croisez deux données, Ouais, il y a deux ça. capteurs différents. Mais déjà, ça permet d'arriver à anticiper. Et ça donc, oui, Alvaro. d'accord, mais du coup, les points de rosée, ils savaient quoi utiliser après, comment utiliser cette information. Oui, ils avaient distribué, le c'était point un de rosée, point. quand est-ce qu'il va arriver, hein, est-ce que, vu la tendance de température, de dire ben, il y a un risque de point de rosée dans 6 heures, 7 heures, etc. D'accord. Et ça, c'est pour les plantes, c'est important de voir tout de suite s'il faut passer. Il y a quand même, ça peut coûter cher quand il y a du gel. Je connais quelques viticulteurs qui font passer carrément des hélicoptères au-dessus pour brasser l'air au-dessus donc des vignobles, hein, pour éviter que les vignobles gèlent. Ah, ça. Vous ne savez pas ça, Olivier? Si, tu m'en avais déjà parlé. Ça, je ne savais pas. Pas d'hélicoptère, il faut rebrasser tout le truc, donc ça est. Mhm. C'est impressionnant. Donc, quand on voit le coût de l'heure d'hélicoptère, on se dit qu'on peut alors, acheter un capteur quand même. Après, il y a aussi des dispositifs qui ressemblent à des éoliennes. J'ai vu ça aussi sur certains champs, notamment pour des arbres fruitiers, des poiriers ou des abricotiers. Ce sont des grosses pales et motorisées et ils sont capables de souffler, de faire des flux d'air pour effectivement modifier soit la température, soit faire changer l'hygrométrie et évacuer certaines choses au-dessus du champ, quoi. On n'est pas encore sur les fusées comme en Chine pour faire en sorte qu'il pleuve ou que. Est-ce que sur peut-être l'agroalimentaire, il y a des questions un peu aussi? L'agroalimentaire, nous, alors on a mis des systèmes qui peut-être rien à voir. En fait, c'est de l'agroalimentaire, mais parce que ça transportait. On a travaillé pour les transporteurs et justement pour mesurer, enfin même pas mesurer, mais justement évaluer s'il y avait une ouverture ou pas des trappes donc dans les camions citernes. Parce qu'ils transportaient, ils se retrouvaient avec les migrants et les migrants qui rentraient dans les camions citernes et ils pouvaient être vides ou pleins et ils se retrouvaient avec des gens décédés à l'intérieur quand même. Donc l'enjeu, il est aussi sociétal et d'arriver à vérifier que la trappe elle a été ouverte pendant le transport ou pendant un arrêt. Ça, c'est un des cas d'usage qu'on a mis en place. Ah, c'est impressionnant hein, de savoir ça. Il se jette à l'intérieur et s'il transporte du vin, si ça transporte du lait, ça transporte. Voilà, un coup, c'est du lait, ça va, mais si c'est autre chose. Voilà. Toujours pas de questions? Les cas d'usage, j'en ai plein, moi. Il faut voir Je peux voir, ouais, c'est beaucoup plus basique, nos cas d'usage. On a moins de. En effet, oui, un cas d'usage pour un fabricant de remorques aussi, de fourrage, savoir avec le poids, donc de savoir s'il manquait du fourrage et donc d'aller recharger pour les bêtes qui étaient en pleine, qui étaient à distance. C'est toujours de l'optimisation un peu de parcours, hein, de ne pas y aller pour rien, quoi, d'anticiper. Pareil pour l'eau, de recharger la citerne d'eau, parce que quand ils amènent ça sur les champs, ils veulent arriver à remplir. Donc, en fait, ce qu'on voit dans l'agriculture, si on revient sur l'agriculture, c'est beaucoup, je pense, les solutions qui sont les plus acceptées par les agriculteurs, ce sont celles qui leur font gagner du temps, en fait. Parce que le côté argent, c'est des fois compliqué l'investissement dans le monde agricole. Par contre, le fait de leur faire gagner du temps, c'est quelque chose qui leur évite de recruter une nouvelle personne ou de pouvoir faire plusieurs choses en même temps.
Et là, tu parlais des tracteurs, et la première chose qui est connectée, et qui est très connectée, ce sont les tracteurs. Ils sont complètement autonomes de plus en plus, et on voit que les agriculteurs sont friands du fait que voilà, ils labourent et en même temps, ben, ils font leur comptabilité, ils font leurs réseaux sociaux pour essayer de vendre leurs produits par Internet. Et donc, on voit ces jeunes agriculteurs qui utilisent le fait que le véhicule soit autonome pour pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Alors, il y a ça, effectivement. Moi, je connais plusieurs agriculteurs ou exploitants agricoles qui ont l'usage d'objets connectés dans leur quotidien. J'en connais un notamment qui la pesée est connectée. Toutes ses bêtes sont équipées de RFID, ce qui fait que dès qu'ils passent dans la balance, ils sont automatiquement, chaque bête est identifiée au cas par cas. La pesée remonte directement dans le logiciel de traitement et derrière, il est capable, en fonction de la prise de poids, de tout ça et de la gestation des ovins notamment, de savoir s'il doit moduler son régime alimentaire en mettant plus de soja, plus de blé et ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est un vrai gain de productivité. Moi, je vois cet agriculteur en particulier. En l'espace de quelques années, il a réussi à diviser son cheptel par 2 et à gagner plus d'argent qu'avant et à pouvoir prendre des vacances. C'est basique, mais c'est quand même… et c'est une exploitation qui fait, je crois qu'il a entre 300 et 500 têtes. Donc, c'est déjà une belle exploitation de ce côté-là. Et du coup, ça permet à un moment donné d'avoir un modèle agricole qui est différent, surtout sur des professions qui sont, dans un certain nombre de cas, difficilement rentables de par les cours des matières premières. Et là, on arrive à quelque chose où finalement, on a moins besoin de perdre du temps sur l'exploitation, d'être plus efficace et du coup d'avoir une qualité de vie qui est bien meilleure. Alors, on peut prendre encore une dernière question. Après, comme ça, on aura tenu notre engagement d'une heure et demie hein, quand même d'échange dessus. N'hésitez pas. Bon, est-ce que déjà on a pu répondre un peu à des interrogations, vous amener un peu le retour d'expérience. Est-ce que n'hésitez pas à nous faire votre retour sur le contenu, si ça correspondait à vos attentes. Je voulais vous remercier. C'était vraiment on va dire une introduction générale passionnante sur tous ces domaines-là. J'ai pris beaucoup de notes. Si je dois donner une dernière question un peu générale qui peut convenir un peu à tout le monde, c'est aujourd'hui, on n'a pas trop abordé les enjeux du côté justement de ces agriculteurs aujourd'hui. Vous qui êtes un peu sur le terrain et qui voyez tous ces acteurs, c'est quoi les enjeux principaux qui sont rencontrés par les entreprises dans l'agroalimentaire, et là où il y a un besoin de réponse, en fait, vous sentez qu'il y a un besoin de réponse et que c'est là qu'il faut aller, que c'est là qu'il y a du business, si vous voulez, à développer. Du côté agroalimentaire, vous avez mentionné à l'instant que c'est surtout les solutions qui font gagner du temps, qui marchent, mais est-ce que donc il n'y a que cet enjeu de temps pour les entreprises? Non, il y a plein d'autres enjeux. Alors, c'est vrai que là, on a fait il y a eu toute une conférence dessus. C'est intéressant peut-être de vous donner le lien sur Digital et Futur, sur la partie finalement des enjeux, parce que c'est justement les acteurs de ces filières qui ont remonté qu'est-ce qu'ils attendaient du numérique, qu'est-ce qu'ils attendaient de l'innovation pour répondre à leurs problématiques, à leurs enjeux. Je pense qu'Angélique pourra renvoyer peut-être le lien vers le site Digital et Futur et la conférence qui est liée à ces enjeux-là. Mais parce qu'il y en a beaucoup, et c'est intéressant de les entendre entre un éleveur, entre l'agriculteur, entre les chambres d'agriculture, les coopératives agricoles. Ils ont une vision des enjeux qui sont différents. Moi, ce que j'ai dit, là, je ressentais, c'était la synthèse, c'était le temps que je voyais, mais il y en a d'autres.
dans l'agroalimentaire, c'était la traçabilité que vous voyez qui était pas mal un enjeu qui répondait, mais il y en a d'autres. Donc, je pense qu'il y a toute une conférence qui est à voir. On donnera le lien. Si je peux conclure juste sur la partie enjeu sur le plan économique, juste pour la partie agriculture, en 2025, on devrait compter près de 40 millions d'objets connectés, en France uniquement. Et on parle d'un marché à l'échelle mondiale autour des 22 milliards. Donc ça donne quand même une notion de l'importance que prend l'IoT dans ce monde agricole. Il y a évidemment des pays qui sont beaucoup plus en avance que d'autres, mais en France, on est quand même déjà bien avancé sur le sujet. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a des entreprises qui sont très avancées sur le sujet. Quelle que soit leur position dans la verticale de l'IoT, que ce soit au niveau des capteurs, que ce soit au niveau des transmissions, que ce soit au niveau de l'exploitation des données. Il y a vraiment des très bonnes sociétés et l'Occitanie est très bien pourvue d'entreprises sur le sujet. Avec plaisir pour échanger sur un sujet prochainement, en tout cas, n'hésitez pas, on est là pour partager. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Merci de vos questions et au plaisir de se retrouver en physique, on espère, une prochaine fois.